bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver, comme chaque vendredi. C'est le deuxième webinaire de cette nouvelle saison. Bienvenue Audrey. Audrey, d'ailleurs, on a tellement bien discuté j'ai oublié de te dire quelque chose que je n'ai pas fait non plus. En haut, à droite du chat, tout en haut, de cliquer sur la petite cloche pour la barrer, s'il te plaît. Sinon, on entend tous les petits bips de tous les gens qu'on voit. Et voilà, encore une faute professionnelle, mais bon. Donc Audrey me disait tout à l'heure, il est bien le générique, mais il manque un peu de pêche, etc. Je dis, parce que Audrey, toi, c'est un instant coach qu'on fait. On fait toujours des webinaires instant coach tous les deux. Donc à chaque fois, tu vois pas le générique qu'on passe toutes les autres semaines. Donc pour Audrey, spécifiquement pour Audrey, je diffuse le générique. Coupe ton micro, Audrey. Eh oui, c'est. Celui-là est beaucoup mieux, je veux dire. Eh oui, je ferai un générique instant coach spécial Audrey la prochaine fois, qui sera un peu plus péchu. Voilà. Rapidement, donc, je vous présente comme chaque semaine les activités. Qu'est-ce que je fais? Je suis pas au bon endroit. Voilà, décidément aujourd'hui. Donc l'association, la mission première de Second Souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté dès les premiers signaux d'alerte. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection, indépendants, micro-entreprises, TPE. On ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinars. Après 12 ans d'existence, nous sommes présents dans 42 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. L'utilisation de la plateforme pour les petits nouveaux, petite nouvelle. Donc en bas à droite, vous avez deux icônes, l'onglet chat et l'onglet questions. Le chat pour discuter entre vous, entre nous. Les questions pour poser vos questions. Merci de bien poser vos questions dans cette partie questions. Parce que si vous mettez des questions dans le chat, elles vont se perdre déjà vous voyez déjà, tout le monde a dit bonjour, donc déjà ça a pris 1 kilomètre de haut. Donc mettez bien vos questions dans la partie questions, s'il vous plaît. Des soucis techniques, vous avez une petite aide à gauche. Au milieu, un icône pour mettre en plein écran et un deuxième pour réagir. Et réagir, ça fait donc des petits émoticônes comme ça, qui s'animent sur le côté, vous voyez. Voilà. Donc aujourd'hui, quel bonheur, quel plaisir de revoir mon amie Audrey. Rebonjour. Moi aussi, je suis super contente. J'adore venir à Second Souffle à chaque fois. Donc, oui. Et moi donc. Il paraît que c'est ça travailler, mais si c'est ça travailler, moi je veux bien, tous les jours. Tiens, je vois que certaines personnes. Tiens, bonjour Camille, qui était là la semaine dernière, qui est venue nous faire un petit coucou en visio. Elle est là encore là aujourd'hui. Bonjour Camille. Je dis bonjour, tiens, Gersande, que je vois, que j'avais pas vu depuis très longtemps. Bonjour Gersande. J'espère que vous avez passé un bel été. Et puis voilà, puis on va y aller, parce que tout le monde attend. Si tu dis bonjour à tout le monde. Oui. Allez Audrey, à toi. Alors, je vais partager mon écran et puis c'est parti. Ça devrait déjà être fait. Donc, je vous rappelle que tous les webinaires de ce mois de septembre sont dédiés à l'entrepreneuriat au féminin. Comme la semaine dernière, il y a quelques hommes qui se sont inscrits. J'espère que vous les acceptez, mesdames. Mais oui, bien sûr. Regarde, j'ai mis la même chose que toi. Très bien. Bon, bonjour à toutes. Je suis très contente donc de pouvoir parler de cette thématique qui, je pense, concerne forcément beaucoup de femmes entrepreneurs. Alors, pour commencer l'introduction, je voulais vraiment tout de suite mettre à plat les choses et puis de dire que mon objectif aujourd'hui, c'est pas du tout de vous dire comment faire pour arrêter de stresser parce que ce serait beaucoup trop prétentieux. Puis, je pense que ce serait même pas du tout la chose à faire. Parce que le stress, s'il est là, c'est bien pour quelque chose. Et en plus de ça, c'est parce que tout simplement, je suis une personne qui stresse. Donc, si je vous disais comment arrêter, ce serait complètement incohérent, on va dire, avec ce que je vis.
puisque donc je ne sais pas si William, pour ceux qui me connaissent un petit peu, l'avait déjà dit, mais j'habite au Québec, donc je suis immigrante, je suis entrepreneur, je suis femme évidemment, et puis en plus je suis maman de 2 petits bébés là, donc qui ont 2 ans et demi et 1 an et demi. Donc c'est sûr que avec tout ce combo là, je peux pas dire que je vis pas de stress. Ça serait faux. Par contre, du coup, mon objectif aujourd'hui, c'est plutôt de parler du stress, puis de vraiment essayer de mettre des mots sur ce que c'est, vraiment gagner en connaissance sur ce que c'est que le stress pour pouvoir justement l'apprivoiser au mieux et pouvoir vivre avec. Qu'est-ce que t'en penses, William? Il faut connaître son ennemi pour mieux le combattre. Et toi, en plus, tu as fait fort, parce que tu as cumulé. Vous avez immigré au Québec 3 mois avant le confinement, je crois, avant la pandémie. Avant la pandémie, je le souhaite à personne. Hein, c'est vraiment pas la chose à faire. S'il y a vraiment des décisions à ne pas prendre, c'est celle-là. Mais écoutez, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Vous pouvez pas le savoir. Hein. Puis bon, en plus, l'entrepreneuriat, donc là, la thématique, c'est sur l'entrepreneuriat féminin. Donc là, celles qui sont entrepreneurs en ce moment, c'est sûr qu'on est dans un monde qui est VICA, on appelle ça, volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc avec ça, voilà, c'est sûr qu'on ne pourrait pas dire qu'on ne vit pas de stress, ce serait, je pense, mentir. Je pense que pour pratiquement tout le monde vit du stress. Et c'est pour ça que voilà, il faut se dire que c'est normal. Juste maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait et surtout savoir réagir quand le stress est trop important. Pour me présenter rapidement, William, tu m'as pas présenté. Donc je vais le faire. Non, je vais faire ça très très bref parce que l'idée c'est pas trop de parler de moi non plus là, mais juste vous expliquer donc que j'ai fondé AM Coaching Pro, je suis coach professionnel, je fais aussi des ateliers en formation et mes 2 missions principales, on pourrait dire, c'est vraiment d'encourager l'épanouissement professionnel, trouver vraiment le métier qui est adapté à ses talents, ses forces, sa personnalité. Et mon deuxième dada, c'est vraiment d'aller chercher à ce que les personnes arrivent à travailler ensemble et gagnent en cohésion d'équipe pour justement gagner en performance. Voilà, donc c'est mes 2 petits sujets sur lesquels j'aime bien parler, échanger. Alors aujourd'hui, on va parler de stress, ça vous surprend, hein. Ce que j'aimerais surtout revenir, c'est finalement qu'est-ce que c'est que le stress, parce qu'on l'entend de partout. Ce serait l'origine de à peu près tous les mots, diabète, eczéma, psoriasis, enfin bref, à peu près tous les mots qu'on pourrait avoir, on pourrait mettre le stress derrière. Donc voilà, donc c'est d'essayer un peu de décortiquer qu'est-ce qu'on entend par stress, puis qu'est-ce que c'est finalement, on va dire mécaniquement, physiologiquement. Ensuite, j'aimerais faire un petit point rapide sur ce que c'est la différence entre le stress et l'anxiété, parce que finalement, c'est 2 mots qu'on utilise beaucoup, mais il y a quand même une différence qui est importante entre les deux et que j'aimerais vraiment souligner. Puis ensuite, je vais vous parler d'une chercheure qui est québécoise, puisque je suis au Québec, donc du coup, c'est ici que j'ai appris à la connaître. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je trouve que son travail est très pertinent, puis c'est très vulgarisé, donc du coup, je me permets de le reprendre. Puis donc, je vais vous parler de Sonia Lupien, qui est donc une chercheure sur justement tout ce qui est lié au stress. Donc, je vous parlerai de sa méthode ciné, puis on parlera aussi de l'estime de soi, finalement, en lien avec le stress, et de toutes ces questions dont on peut se poser quand on est entrepreneur. Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que je suis capable? Tous ces doutes, finalement, qui nous viennent et puis qui nous créent des situations stressantes. Donc pour commencer, je me base toujours sur certains chiffres pour pouvoir quand même illustrer notre propos. Pourquoi aujourd'hui, en fait, on a choisi cette thématique avec William. C'est des chiffres que j'ai trouvés ici au Québec, mais j'imagine qu'en France, ça ne doit pas être très, très différent. Moi, quand je les ai vus vraiment, j'ai été impressionnée je trouve que c'est énorme, vraiment comme chiffre. Donc, je vais prendre le temps au moins de les lire parce que ça vaut le coup. Donc, ça dit que 71,5% des entrepreneurs souffrent de détresse psychologique et que parmi ceux-là, il y a un 17,7% qui manifestent des symptômes de dépression modérée ou sévère. Donc, 7 sur 10, moi, ça me semble énorme. Ensuite, que 2 tiers des propriétaires d'entreprises du Québec vivent au moins un épisode de déprime par semaine. Et que plus de 60%, donc plus de 6 travailleurs canadiens,
disent qu'ils sont très stressés à cause de leur travail. Donc quand même, on peut voir que le stress est omniprésent, encore plus quand on est entrepreneur. Et le problème avec ça, c'est que on sait que plus il y a de stress dans une organisation, dans une entreprise, en tant qu'entrepreneur, plus la performance diminue. Et en fait, ce que je trouve problématique vraiment là-dedans, c'est qu'en fait, c'est un sujet qu'on aborde finalement peu. En tout cas, on va difficilement avouer qu'on est en détresse mentale ou en détresse psychologique. Et à mon avis, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment qu'on progresse au niveau sociétal parce que ça crée vraiment des conséquences qui sont pas bonnes là. Ouais. Je précise pour nous en France, on a la chance d'avoir une association qui s'appelle APESA, qui est une aide pour les entrepreneurs en détresse psychologique. Et donc, je vous mets ça dans le chat tout de suite. Nous, Second Souffle, on travaille avec eux aussi. Donc voilà, il suffit de les appeler, ou en tout cas, nous, si quelqu'un nous appelle, vous voyez, chez Second Souffle, et qu'on sent que la personne psychologiquement est fragile, tout de suite, on en fait intervenir APESA, et APESA, derrière, ce sont des psychologues bénévoles qui appellent l'entrepreneur en moins d'une heure, pour éviter tous les drames auxquels vous pensez. Parce que donc vivre de la dépression, vivre on va dire une détresse pour X raisons, c'est pas être faible, clairement pas. Ça arrive, comme on peut le voir, les chiffres sont énormes, donc faut se dire que vous n'êtes pas les seuls là. C'est sûr que les gens vont sur les réseaux sociaux plutôt dire ce qui va bien plutôt que de dire ce qui va pas. Donc on a l'impression que tout le monde va bien, mais en fait les chiffres le montrent, c'est pas vraiment la réalité. Maintenant, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que finalement le stress? Donc toujours pour reprendre, j'imagine c'est quelque chose que on vous a déjà expliqué, mais de le redire puis de le répéter, ça fait jamais de mal. Donc c'est cette idée de reprendre toujours la biche avec le lion, donc l'antilope on pourrait dire puisque c'est dans la savane. Elle est en train de brouter, etc. Donc son cerveau, il est en permanence en train de capter son environnement avec ses différents sens, l'odorat, l'ouïe, etc. Puis, son cerveau détecte une menace, donc un lion. À ce moment-là, ça lui crée une émotion de peur qui va déclencher des hormones de stress chez elle. Et donc, ces hormones vont lui apporter une énorme quantité d'énergie instantanément pour pouvoir finalement faire deux choses. Alors, dans le cas de l'antilope, c'est plutôt la fuite. Mais si on prendrait un autre animal, ça pourrait être combattre. Mais en tout cas, cette quantité d'énergie lui permet donc d'utiliser deux stratégies, fuir ou combattre. Donc, l'antilope, à ce moment-là, qui sent la menace, s'enfuit. Une fois que son cerveau capte que la menace est terminée, les hormones, du coup, se régulent. Puis, l'antilope se remet à brouter tout à fait normalement. Donc, en fait, ça fait un cycle, c'est-à-dire qu'il y a eu une montée de stress. Ça lui a permis d'adapter un comportement qui était bon pour elle, puisque ça lui a permis d'éviter la menace. Puis, au final, tout se régule et elle revient, on va dire, à un état qui était identique à celui avant que tout ça se passe. Maintenant, donc ça, on va dire que c'est dans la bonne situation, parce que parfois, elle se fait manger, mais ça, on n'en parle pas parce que c'est beaucoup trop triste. Mais maintenant, on va prendre le cas de chez les humains. Donc, c'est exactement la même chose qui va se passer. Votre cerveau est en permanence en train de scanner votre environnement. Peut-être qu'à un moment donné, il va percevoir une menace. Donc, c'est là où on va voir plus tard les 4 caractéristiques de menaces qui pourraient engendrer du stress, donc selon Sonia Lupien. Donc, il capte une menace, ça va générer une émotion, donc peur, colère, frustration, dégoût par exemple. Et donc, ça va physiologiquement dégager des hormones, donc de l'adrénaline et du cortisol, pour vous donner de l'énergie et vous permettre donc d'adopter 2 stratégies, fuir ou combattre pour faire face à cette menace. Sauf que la différence chez l'humain, et c'est là où c'est très différent avec l'animal, c'est que souvent l'humain va pas pouvoir fuir ou combattre. Donc je vais vous donner des exemples. Par exemple, vous êtes dans le trafic et vous devez aller chercher votre enfant à la garderie. Puis votre cerveau détecte une menace. Vous allez arriver en retard, donc ça va, ça crée finalement
ça vous met en danger, alors en danger d'après ce que le cerveau comprend, hein, évidemment, mais ça va faire que votre, je sais pas, moi, vous allez peut-être avoir à payer plus cher la garderie, ou je sais pas. En tout cas, peu importe. Donc, votre cerveau détecte une menace, puis il va faire exactement ça. Donc, une émotion se déclenche, vous allez avoir peut-être de la colère, d'être coincé dans le trafic, ça va vous générer de l'adrénaline et du cortisol, donc une quantité énorme d'énergie, sauf que le problème, c'est que vous êtes coincé dans votre voiture. Vous ne pouvez pas fuir, vous ne pouvez pas combattre. Donc, en fait, toute cette quantité d'énergie-là, finalement, elle reste dans votre corps. Et en fait, c'est quand ça arrive trop souvent, finalement, qu'on génère comme ça des situations de stress trop fréquentes, où en fait, on va venir emmagasiner de l'énergie qu'on peut pas finalement libérer. Et donc, c'est ça qui est problématique. Je vais prendre un deuxième exemple chez l'humain qui se passe. Par exemple, vous avez votre patron qui vient vous voir. Donc, vous êtes entrepreneur, peut-être c'est vous-même votre patron. Est-ce que mon écran s'est départagé? Non? C'est moi. Ok. Votre patron, imaginons, vient vous voir dans votre bureau. Donc, vous percevez une menace parce que peut-être vous n'avez pas terminé votre projet. Puis, donc, exactement pareil, une émotion se déclenche, vous prenez peur, qui vous demande des nouvelles sur le dossier. Puis, vous allez dégager adrénaline et cortisol, une quantité d'énergie pour fuir ou combattre, sauf que vous ne pouvez pas mettre un point dans la tête de votre patron, évidemment. Tu fais une tête de... Mais quand même, c'est pas correct. Donc, du coup, vous allez réfréner, vous allez contenir votre énergie. Et voilà. Donc, c'est souvent des situations qui vont se passer chez l'humain, puisqu'on est des êtres sociaux, puis on est régi par des règles quand même. Voilà. Donc, c'est ça qui est finalement problématique chez l'humain, c'est que ce stress-là n'est pas évacué. Si on avait le cycle qui était fait comme chez l'animal, il n'y aurait finalement pas de problème avec le stress. Ouais. C'est l'effet cocotte-minute. C'est ça prend. Puis à la fin, il y a trop d'énergie. Et en fait, cette énergie, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'il faut bien qu'elle aille quelque part. Donc, elle va aller dans votre cerveau. Bon, pas que, mais en tout cas, une partie. Et c'est ça qui va commencer à faire que vous allez ruminer dans votre cerveau. Vous allez que vous commencez à avoir plein de pensées qui viennent. En fait, finalement, c'est tout ce trop-plein qui va venir remonter au niveau du cerveau. Très bien. On prononce cortisol, hein, et non pas cortisol. Le cortisol, ça me fait penser à une ville en Espagne. Mais bon, j'ai vraiment une ville qui s'appelle Cortisol. Ça me fait penser à une ville espagnole, oui, Cortisol. C'est ça. Donc ça, c'est pour expliquer, on va dire, vraiment schématiquement ce que c'est que le stress. Donc le stress, c'est une réaction physiologique pour finalement faire face à une menace. Que le cerveau considère comme une menace, en tout cas. Maintenant, quelle est la différence entre le stress et l'anxiété? Alors peut-être s'il y a des personnes qui voudraient partager dans le chat, évidemment. L'anxiété, le stress, tu dis souvent, j'ai stressé et du coup j'ai merdé. Avec l'anxiété, tu ne dis pas ça. Oh là là, j'étais tellement stressé que j'ai fait une boulette. Voilà. Tu te dis ça, toi? J'ai stressé, j'ai merdé. Ok. Non, je me le dis pas, non. J'ai fait la boulette et puis je m'occupe pas de la raison. En fait, la grosse différence entre le stress et l'anxiété, finalement, c'est que le stress, on pourrait, pour le faire vraiment schématique, c'est que c'est dans une situation réelle. Là, c'est comme notre antilope, il y a vraiment un lion, puis elle va vraiment fuir une vraie menace qui est réelle en temps réel. Donc, par exemple, si je vous parle de stress, ça va être, je sais pas moi, vous êtes dans la rue, puis d'un coup, vous traversez la rue, on klaxonne, donc il y a quelque chose qui est réel, qui est là, qui est présent, et vous allez faire un bond de côté, parce que vous avez eu peur, donc ce stress vous a permis de faire ce bond de côté pour éviter la menace donc, de la voiture qui vous arrive dessus. Donc là, on parle de stress. Par contre, maintenant, l'anxiété, c'est quelque chose de différent parce qu'en fait, c'est quelque chose que en fait, c'est vous qui allez imaginer une situation. Le coup de klaxon, vous ne l'avez pas imaginé, c'est quelque chose qui est arrivé. Mais par contre, si vous imaginez que votre patron va rentrer dans votre bureau pour vous demander des nouvelles sur votre dossier,
ben, en fait, vous êtes en train d'imaginer une situation. Mais par contre, ce qui se passe, parce que votre cerveau, lui, il ne fait pas la différence entre le réel et entre l'imaginaire. Donc lui, il va réagir exactement de la même façon, comme si c'était réel. Donc il va refaire la boucle qu'on a vue tout à l'heure. Hop, il va générer une émotion. Puis ça va vous dégager des hormones de stress, adrénaline et cortisol. Puis, pour vous permettre de fuir ou de combattre. Sauf que, vu que c'est imaginaire, bah c'est que dans votre tête, là, ce qui se passe. Donc du coup, bah forcément, vous allez dégager des hormones, mais vous n'allez pas les libérer. Et donc l'anxiété, c'est ça en fait, qui est un petit peu vicieux avec, c'est que si vous avez tendance à justement avoir beaucoup d'anxiété, bah du coup, ça va vous libérer beaucoup d'hormones, puis c'est ça qui va être néfaste, finalement, c'est tout ce qui est chronique. Allez, qu'est-ce que ça sera dans le futur quand on sera dans le métaverse? On aura l'anxiété numérique. D'accord, j'ai bien compris la différence entre le stress. Le stress, c'est la vie réelle et l'anxiété, c'est des choses auxquelles on pense qui pourraient se passer. Oui. Et chez l'humain, je pense qu'on a énormément d'anxiété puisque finalement, on utilise énormément notre imaginaire. C'est la prévision. En fait, c'est pour nous protéger, toujours pareil. Hein, on prévoit une situation pour se protéger. On anticipe finalement. Sauf que ça peut être bien comme ça peut être mauvais si c'est pas... Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est que notre cerveau, il apprend de ses expériences. Donc, par exemple, vous avez appris que, je sais pas, peut-être un jour, vous étiez dans votre maison, puis il y a eu un gros bruit qui vous a fait très peur. Et vous avez sursauté, puis parce que, en fait, je sais pas, il y avait... oh là là, je suis mauvaise pour raconter des histoires que j'invente en instantané. Il faudrait que je les prépare, mes histoires, parce que... Bon, mettons, il y a un voleur qui rentre chez vous un jour, puis ça fait un gros bruit. Donc, vous pensiez être seul, vous avez très peur, et donc, c'est légitime jusque-là. Sauf que votre cerveau, lui, il va garder en tête que ce gros bruit, ça fait peur. Parce que à ce moment-là, c'était le cas. Sauf que, mettons, un autre jour, vous êtes dans votre maison, puis, plus tard, puis il y a un gros bruit pareil parce que la vaisselle que vous avez mis en pyramide s'est effondrée, par exemple. Je dis ça parce que ça m'est arrivé hier. Et donc, ça fait un gros bruit. Et là, du coup, votre cerveau va se rappeler et donc, il va réagir. Sauf que peut-être, par exemple, toi, William, tu n'avais pas vécu mon expérience du voleur avant. Donc, toi, tu vas entendre le même bruit, mais toi, tu ne vas pas réagir. Donc, en fait, on n'est pas tous, finalement, selon nos expériences, selon ce qu'on a vécu, selon nos traumatismes, selon plein de choses, finalement, on ne va pas être égaux, on ne va pas réagir de la même façon face aux mêmes stresseurs. C'est pour ça que je trouve que c'est quand même important aussi de le souligner. Et pour revenir donc à l'anxiété, je voulais juste peut-être refaire un petit point là-dessus. C'est que l'anxiété, il y en a 3 formes. Donc, il y a l'état anxieux, qui pour moi est tout à fait normal. Donc, c'est par exemple, j'ai un devoir, j'ai un webinaire, tiens. J'ai un webinaire aujourd'hui à faire. Donc, non, t'es pas anxieuse quand tu fais un webinaire avec moi. Non, ben non, évidemment que non. Mais imaginons 3 jours avant, je vais en prévision de ce webinaire. C'est possible que j'ai une forme d'anxiété. Donc, je peux me dire, je vais pas être capable, plein de choses, avoir des doutes sur ma capacité. Donc là, c'est un état anxieux parce qu'en fait, cet état, je vais être stressée jusqu'au moment de l'événement. Mais une fois que l'événement est passé, boum, j'ai plus rien. Fini. Donc ça, c'est un état anxieux. Donc ça, c'est normal. Même des fois, ça peut être même plutôt positif parce que ça nous pousse des fois à travailler plus ou à être plus perfectionniste ou à essayer de faire les choses un peu mieux parce qu'on veut bien faire. Donc ça, c'est correct. Donc c'est l'état anxieux. Ensuite, il y a le trait anxieux. Le trait anxieux, c'est plus, là, on va commencer à être un petit peu trop, justement, dans des prévisions potentielles de menaces. Donc, et si mon patron vient dans mon bureau et que j'ai pas fini le dossier, et si, et ça, et si, et ça. Donc ça, c'est des personnes, c'est vraiment lié à, on va le voir, hein, à souvent un manque d'estime de soi. Donc là, ça a été prouvé, plus on a une estime de soi qui est faible, plus finalement on a des niveaux de stress qui sont plus élevés
Et donc, du coup, ça peut être attaché un petit peu à un trait anxieux. Et ensuite, il y a la troisième forme d'anxiété qui s'appelle le trouble anxieux généralisé. Et là, par contre, là, c'est vraiment quand c'est lié dans toutes les sphères de sa vie. Là, c'est quand on est vraiment anxieux sur tout. Donc pour ses enfants, pour son travail, pour absolument tout, son voyage qui va se dérouler dans 6 mois, etc. Donc là, après, ça devient vraiment presque maladif. Puis c'est dans ces moments-là qu'il vaut mieux aller voir quelqu'un. Voilà, mais c'est pour dire que l'anxiété, finalement, il y en a différentes formes et on peut pas dire que l'anxiété c'est bien ou c'est mal. C'est pas ça qu'on cherche à dire. C'est juste de dire que quand il y en a trop, c'est nocif. Voilà, c'est ça. Et un petit peu aussi sur l'anxiété de performance, parce qu'on en parle souvent. Et juste de préciser un petit peu qu'est-ce qu'on entend par anxiété de performance, surtout dans le cadre de l'entrepreneuriat, on peut l'entendre. Donc l'anxiété de performance, en fait, c'est un cercle vicieux. Clairement, c'est en fait, je vais surestimer une menace. Donc, je vais par exemple imaginer que mon patron va venir me demander ce dossier, ce fameux dossier. Donc, je vais surestimer la menace parce que peut-être que finalement, il n'a pas du tout prévu de venir me voir pour le dossier. Donc, je surestime la menace. Moi, je sous-estime mes capacités. Je vais me dire, oh là là, j'ai pas fait assez pour mon dossier, je l'ai pas assez complété, j'ai pas poussé le chapitre 4 comme il faudrait, etc. Donc, je sous-estime mes capacités. Et donc, en faisant ça, finalement, je vais avoir une performance qui va être moindre parce que je vais justement être plus stressée, plus anxieux, etc. Donc, je vais perdre en estime de moi, etc. Et en fait, en ayant moins de performance, je vais encore plus surestimer la menace, puis je vais encore plus sous-estimer mes capacités, puis je vais être encore peut-être moins bon, ma performance va être un peu moins bonne, etc. Puis c'est un cercle vicieux. Donc ça, c'est vraiment lié, c'est ce qu'on appelle l'anxiété de performance. Bien. Donc ça, tout à l'heure, c'était ce que j'essayais un petit peu d'amener, cette idée que finalement, le stress, on en vit tous. Par contre, on n'est pas tous égaux face au stress, que face à un même stresseur, peut-être moi, je vais réagir, mais William, toi, tu réagiras pas. Et c'est correct, c'est vraiment lié à nos expériences, nos traumatismes, ce qu'on a vécu, notre personnalité, nos facteurs de protection aussi. Par contre, la différence, c'est que quand on a du stress, toi ou moi, on va avoir exactement les mêmes réactions physiologiques. C'est-à-dire que tous les deux, on va vivre une émotion, on va dégager des hormones de stress, de l'adrénaline et du cortisol pour pouvoir mettre en place de stratégies qui vont être fuir ou combattre. Ça, par contre, ça va être exactement identique chez tout le monde. Et troisième petit point, c'est qu'on nous conditionne aussi au stress. On est conditionné. Par exemple, j'ai pris cette photo de la foule parce que je trouve que c'est pas mal pertinent. C'est que avant la pandémie, c'est possible que vous étiez dans cette foule, puis vous auriez été euphorique, vous auriez trouvé ça super cool, puis vous auriez été dans l'ambiance, etc. Maintenant, après la pandémie, qu'on a vécu la distanciation sociale, les 2 mètres de distance, attention le virus, et puis qu'on risque de tomber malade, si je vous mets au milieu de cette foule, il y a de grandes chances que vous vous sentiez pas bien. Donc voilà, donc ça c'est parce que pendant 2 ans, on nous a martelé qu'il fallait mettre 2 mètres de distance, etc. Donc forcément, on a été conditionné à ça et maintenant, on réagit différemment. Donc j'ai pris cet exemple, mais ça peut être aussi l'agoraphobie, mais ça dépend des gens. Moi, tu m'étais dans une foule comme ça avant la pandémie, moi j'étais pas à l'aise non plus. Hein. Moi, j'aime pas qu'il y a... J'ai plus... le français est partagé entre ses racines latines et un peu ses racines nordistes. Et c'est vrai que le nord de l'Europe, eux, ils ont tendance à pas avoir de contact physique, etc. Donc eux, ils sont beaucoup plus habitués à la pandémie, alors que les Italiens, les Espagnols, eux, c'était un peu plus difficile. Mais moi, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'aime bien avoir ma bulle, mon espace. Là, faut pas trop rentrer non plus dans ma bulle, là, mais bon. C'est ça, on n'est pas tous fait pareil, mais c'est sûr que ce sera peut-être pas le même cas pour tout le monde. Mais c'était pour vraiment illustrer le fait que, voilà, il y a peut-être 2 ans, finalement, on avait un comportement qu'aujourd'hui, on aurait peut-être un comportement très différent parce qu'on a été finalement une forme de conditionnement. C'est ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais et tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? C'est bien beau.
Mais je voudrais, avant de venir sur les vraies questions qui sont liées à dans l'entrepreneuriat, comment on fait pour finalement gérer son stress, je voulais revenir quand même un petit peu avant sur aussi cette notion de bon stress et mauvais stress, parce que c'est des choses qu'on entend. Et je ne suis pas sûre que tout le monde finalement comprenne vraiment de quoi on parle. Donc, pour être sûr, je préfère en reparler, puis comme ça nous prend 5 minutes. Donc ça, c'est une courbe qui a été réalisée par Yerkes et Dodson. Je trouve que c'est très schématique et on comprend très très facilement, donc je me permets de le reprendre. Donc c'est vraiment de dire que finalement, quand on réalise quelque chose, il y a une corrélation entre un certain niveau de stress et un certain niveau de performance. Donc si on n'a pas du tout de stress, finalement notre performance n'est pas si bonne. Il faut arriver à un certain niveau de stress pour pouvoir se réaliser et pour pouvoir atteindre un certain niveau de performance. Donc ça, je trouve ça déjà intéressant. Ça veut dire déjà que finalement, le stress, c'est pas forcément mauvais. Puisqu'il en faut quand même un certain niveau pour pouvoir atteindre une performance. Donc, dans ces cas-là, on parle de bon stress. Peut-être préciser, excusez-moi, je voudrais peut-être préciser pour les gens, vous avez les deux mots là sur l'axe des abscisses, des ordonnées, pardon, le bore out et le burn out. Hein, vous voyez les deux mots qui sont en orange or là. Alors le burn out, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais le bore out, c'est peut-être un peu moins évident pour nous. C'est vrai que c'est moins connu. Hein, le bore, c'est boring, c'est ça. C'est en fait, ça dit qu'en l'absence de stress, donc moi je suis quand même assez bien placée pour parce que je l'ai vécu le bore out. Ouais. Comment? T'as qu'à me couper la parole pendant que je suis en train de parler, vas-y. J'étais à fond. Voilà, c'est ce que je viens de dire, Camille. Voilà, Camille vient de là. Bore, ça vient de boring, donc c'est l'ennui à outrance. Et le burn-out, par contre, ça tout le monde sait ce que c'est. J'ai fini, Audrey. Je te rends la parole. Épuisé. Voilà. C'est ça, en fait, c'est dans une organisation, on parle de burn-out. Donc, ce que je disais, c'est que moi, je l'ai vécu, donc je peux vous en parler. C'est vraiment, on arrive au travail et puis en fait, on n'a pas d'objectif. Personne ne nous donne d'objectif. Personne ne nous donne de vision. On arrive à 8h, puis à 9h30, on a déjà fini son travail pour la journée. Sauf qu'il faut rester jusqu'à 17h, donc compliqué. Voilà, donc ça, c'est clairement absence de stress. Puis ça, pour l'avoir vécu, je peux vous dire que ça semble être comme l'idéal, mais en vérité, c'est vraiment psychologiquement super dur. Ça dépend des personnalités, évidemment. Dans mon cas, ça a été très, très difficile. C'est ça crée énormément d'ennuis, ça crée une perte de sens. On ne comprend pas pourquoi on est là. Ça nous fait ruminer extrêmement fortement plein de choses, puisqu'on a énormément de temps pour réfléchir. Donc, c'est ça. Donc, pour dire que l'absence de stress, c'est pas bon. Voilà. Clairement, c'est pas bon chez l'humain. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le bore-out. Ensuite, il y a un certain niveau de stress qui est correct et dans lequel, ça nous permet de nous réaliser. Ça nous crée de la performance, de la satisfaction. On est créatif, on progresse, on gagne en confiance et on prend des initiatives. Donc, cette zone-là, on va dire que c'est la zone parfaite, c'est la zone idéale, optimale. Puis, une fois qu'on arrive à un niveau où, par contre, on commence à avoir trop de pression, trop de tension, trop de stresseurs, alors là, la courbe, elle repart à la baisse. Puis là, du coup, on rentre dans tout ce qui est fatigue, anxiété, épuisement, jusqu'aux dépressions. Puis on parle de burn-out, là. Donc, burn-out, c'est vraiment cette idée d'épuisement professionnel. Voilà. Donc, quelque chose un indicateur qui est très puissant pour savoir quand on commence à rentrer dans la phase excès de stress, c'est quand on commence à devenir cynique. Quand on commence à par exemple, avant votre travail, vous l'aimiez, tout se passait bien, etc. Puis là, vous commencez à dire, de toute façon, ça sert à rien que je sois ici. Vous commencez à avoir comme cette forme de cynisme, cette démotivation. Ça ne sert à rien que je sois ici. De toute façon, je sers à rien ou cette entreprise n'a pas de sens ou je sais pas.
plein de choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une forme de cynisme. Et donc ça, c'est un indicateur que vous commencez à rentrer dans un mauvais stress. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Non, mais il y avait Nathalie qui me posait la question si on pouvait télécharger l'excellent support. Il est vraiment très bien, dit Nathalie. Donc je lui ai dit que non, le support ne sera pas téléchargeable aujourd'hui. Par contre, vous aurez le replay. Puis dans le replay, il y a le... Ouais. Question de Hélène. Ne croyez-vous pas qu'on puisse être efficace sans aucun stress, même le bon stress, si on aime ce qu'on fait et que cela nous stimule, n'est-ce pas l'exigence de performance qui crée le stress? Est-ce qu'on laisse répondre les personnes? Est-ce que c'est à moi de répondre? Comment ça se passe? C'est à toi de répondre, Audrey. Ah, d'accord, ok. En fait, pour moi, stress, c'est vrai que ça peut être perçu négativement. Ça peut être quelque chose comme on pourrait le percevoir comme une forme de pression. Mais pour moi, le stress, en fait, c'est vraiment juste d'avoir un objectif finalement à atteindre et de se donner, par exemple, une deadline. Finalement, ça crée une forme de stress. C'est une forme de tension puisqu'il faut rentrer dans sa deadline, puis il faut rentrer dans son objectif. Donc pour moi, même si on aime ce qu'on fait et qu'on est stimulé, qu'on est passionné, etc., ça n'empêche que, si je prends le cas par exemple d'un artiste qui doit créer une peinture, les artistes souvent sont passionnés par ce qu'ils font, puis c'est vraiment, ça sort d'eux, c'est eux finalement. Donc je pense qu'ils sont super stimulés, ils sont super enthousiastes. Par contre, ils ont quand même, à mon avis, une forme de stress dans le sens où ils doivent quand même atteindre un certain niveau de performance, puis ils doivent le faire dans un certain délai et ils doivent répondre à un objectif qu'ils se sont fixés eux-mêmes. Donc pour moi, ça c'est comme un stress, puis c'est un bon stress. Donc je pense que s'ils n'avaient pas du tout de stress, si on imagine qu'ils se disaient par exemple, je vais faire un tableau, quand, je sais pas, sur quoi, je sais pas, je vais laisser libre cours. En fait, on sait aussi qu'il y a la loi de la dilatation du temps. Alors, c'est la loi de Parkinson. C'est une loi qui dit que, en fait, si on donne 3 mois, par exemple, pour faire quelque chose, on va mettre 3 mois. Si on se donne 2 jours pour faire quelque chose, on va mettre 2 jours. Donc, en fait, vraiment, on prend toujours le temps qui nous est donné pour réaliser une tâche. Donc, partant de ce principe-là, pour moi, s'il n'y a vraiment aucun stress, finalement, on va prendre le temps qu'il y aura à prendre. Donc, on va jamais finalement aboutir ou on va pas réaliser. Voilà, on va pas se réaliser. C'est peut-être ça la différence. Ou différemment, en tout cas. Ça, ce serait ma réponse. J'ai pas la science parfaite là, bien sûr, mais c'est un point de vue. Hélène nous dira dans le chat si ta réponse lui convient. Ça me fait penser, tu parlais d'un artiste, il y a un excellent documentaire qui est rediffusé en ce moment sur Arte, je crois, ou sur France 5. Je crois que c'est sur Arte, sur le tableau de Guernica de Pablo Picasso. Et voilà, ça me fait penser à ça. Excellent documentaire. Ok. Hélène nous dit merci Audrey. Voilà. Ok. En espérant que... Et il y a Virginie qui disait aussi le cynisme est effectivement un remarquable indicateur. Oui. Virginie de l'île de la Réunion, me semble-t-il. Oh, c'est international, dis donc. Oh oui, il y a même quelqu'un du Portugal qui s'est inscrite. Il y a même quelqu'un du Québec qui s'est... Ah bah c'est toi. Et oui. Mais du coup, il y a effectivement le cynisme. Puis une autre forme que je pourrais... un indicateur facile, c'est quand on devient... après, il y a des personnes qui sont cyniques, là. On s'entend. Si elles sont toujours cyniques, on va dire que c'est pas un indicateur. Mais pour quelqu'un qui est à peu près optimiste sur la vie et qui devient cynique, là, oui, c'est clairement un indicateur. Puis, il y a aussi tout ce qui est en lien avec l'hostilité. Devenir agressif, devenir... voilà. Ça, pour moi aussi, c'est un indicateur qu'on est quand même dans un mauvais stress. Puis, voilà. Je fais juste le petit détail. Là, il y a 3 personnes d'Irlande, une personne d'Italie, une personne du Maroc, une personne de la Martinique. Portugal, il y en a 2. Et ensuite, on a l'île de la Réunion, 2 de la Réunion, 3 de l'île de la Réunion et une des États-Unis. Voilà. Eh bien,
Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux, je suis connu dans le monde entier. Ça s'exporte. Vous allez devoir bientôt créer des filiales. Dans le monde entier. Donc, comment savoir si je suis stressée? Donc là, bon, bah, je vais passer un petit peu vite parce que finalement, c'est des choses, je pense qu'on sait déjà, mais je voulais quand même le remettre parce que je trouve que c'est pas toujours évident, en fait, de savoir est-ce que je suis finalement dans un bon stress, dans un stress, on va dire optimal, est-ce que je suis dans un mauvais stress. Donc voilà. Donc, si vous voyez les choses que je vous ai mis ici, donc ça peut être devenir irritable. Perdre l'estime de soi. Après, tout ce qui est lié avec le fait de repousser à plus tard, de difficulté à se concentrer. Prédire le pire, c'est ça, cette forme de cynisme, c'est ce que je disais. Commencer à prédire le pire, voilà, ça pour moi, c'est vraiment un signe fort qu'on pourrait prendre en compte. Ensuite, bah, c'est toujours quand il y a un changement finalement de comportement fort chez vous, commencer à être moins bien organisé, les addictions, bien sûr. Si vous commencez à boire plus d'alcool que ce que vous faites d'habitude, à fumer plus, etc. S'isoler. Chez l'entrepreneur, faites très très attention à ça parce que c'est quelque chose qu'on fait. Je sais pas pourquoi. C'est le pire de tout, ça. Et effectivement, bah, ici on dit un red flag là, un drapeau rouge. Voilà, c'est qu'il faut le prendre en compte. C'est pas rien quand on commence à s'isoler. Et puis après, bah, donc voilà, des petites maladies bénignes au début, puis après ça va commencer à être des maladies plus grosses, mais en tout cas au début, des maux de tête, quand on commence à pas bien dormir, etc. Donc voilà, tout ça c'est des indicateurs, c'est-à-dire qu'on vous dit pas de... la seule chose à faire, c'est de prendre conscience en fait. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans mon niveau de stress? Et peut-être en vous posant toutes ces questions, en vous observant, en voyant les changements de comportement, bah alors vous allez pouvoir évaluer vous-même où est-ce que vous en êtes dans votre niveau de stress. Si vous êtes on pourrait dire 3 niveaux, là, niveau 1 faible, niveau 2 moyen et niveau 3 fort, moi j'aurais tendance à dire, commencez à vraiment vous poser des questions si vous êtes au niveau 3, là, clairement. Parce que le problème du stress, c'est que vaut mieux le prévenir que le guérir. Comment tu fais pour savoir si tu es au niveau 1, au niveau 2 ou au niveau 3 là? Je n'ai pas compris. C'est ça, en fait, s'il y a vraiment beaucoup d'écart entre... parce que si vous êtes quelqu'un qui procrastine, on va dire, tout le temps, depuis toujours, bon, bah, on va pas prendre ça en compte. Mais si vous êtes quelqu'un de super organisé, qui tient ses deadlines et tout, puis que d'un coup, vous commencez à tout repousser, vous dites, oh non, je le ferai plus tard, puis vous faites jamais, et qu'il y a vraiment un gros changement de comportement chez vous, que vous pouvez... Bah, ça, de toute façon, c'est de on pourrait dire... l'auto-évaluation avec vous-même, mais c'est vraiment de voir finalement l'écart qu'il y a entre votre comportement normal et celui que vous vivez aujourd'hui. Donc pareil, si vous commencez à devenir très cynique, moi je suis une personne très optimiste, ça m'est arrivé récemment de devenir cynique, bon bah voilà, là je peux dire que j'étais en phase 3, clairement. C'est pas mon état normal, je suis pas comme ça. Bien, ne stresse pas Audrey, tout se passe bien. Ouais, hein. Ouais, mais bon, ils nous mettent la pression tous là aussi. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bon, on en vient au cœur de notre webinaire, qui est donc la méthode ciné. Donc c'est vraiment là que je pense qu'il y a vraiment de la valeur ajoutée à ce webinaire. C'est donc cette chercheure qui s'appelle Sonia Lupien, qui est donc directrice du Centre d'études sur le stress humain et qui a créé le livre, qui a écrit le livre Par amour du stress, que je vous recommanderai. J'aime beaucoup cette dame, vraiment. Je trouve qu'elle est... En fait, elle vulgarise très bien ce sujet-là. Et donc, elle a créé la méthode ciné. Donc, c'est pour dire qu'il y a 4 caractéristiques qui peuvent... qui stressent, en fait, finalement, l'être humain. Donc, il y a le C, c'est le manque de contrôle. Quand on a l'impression d'avoir un manque de contrôle sur une situation, on va vivre du stress. Il y a l'imprévisibilité, le I. Donc ça, c'est quand une situation, voilà, et on ne sait pas finalement ce qui va arriver. C'est imprévisible. Ensuite, le N, c'est la nouveauté, quand on vit quelque chose de nouveau. Et le E, c'est la menace à l'ego. Donc, quand on sent que sa personnalité ou qu'on va être attaqué,
Donc, par exemple, je reprends toujours mon même cas, mais au moins ça illustre bien, cette idée que le patron va venir nous rabrouer sur notre dossier, ça, clairement, c'est une menace à l'ego. Donc, c'est ça les 4 points. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est qu'il suffit qu'il y en ait un pour vivre du stress, mais que le problème, c'est qu'elles sont additives. C'est-à-dire que vous pouvez en avoir un, vous pouvez en avoir deux, vous pouvez en avoir trois, et vous pouvez en avoir 4. Et pendant la pandémie, le problème, c'est qu'on vivait tous les 4. On avait un manque de contrôle sur la situation. On pouvait rien faire. C'était... Voilà. On pouvait juste subir. C'était imprévisible. C'était une situation qui était nouvelle. On n'avait jamais vu une pandémie de cette ampleur. Et une menace à l'ego parce que finalement, pour beaucoup de personnes, par exemple au niveau professionnel, ça a modifié beaucoup de choses. Peut-être certaines personnes se sont retrouvées, je ne sais pas, à travailler, peut-être à perdre leur emploi pour certaines. Voilà. Donc ça peut être un exemple de menace à l'ego. Et en fait, ça a créé énormément de stress parce que les 4 caractéristiques étaient ajoutées finalement ensemble. Donc, est-ce qu'il y a des questions, pareil, sur ces 4 points-là? Est-ce que c'est clair? Oui, alors il y a une question de Virginie. Merci de bien poser vos questions dans la partie questions, s'il vous plaît. Sur quoi vous basez-vous, Audrey, pour avancer que les femmes entrepreneurs doivent apprendre, attends, je vais te le mettre à l'écran, doivent apprendre à apprivoiser leur stress? Pourquoi n'avez-vous pas parlé des femmes et des hommes entrepreneurs? Comme pour les salariés, il y a inégalité. Est-ce qu'il y a une inégalité? Tu le vois pas, Audrey, tu vois pas la question? Je le vois. Comme pour les autres, il y a inégalité aussi. Alors effectivement, merci donc d'avoir posé cette question. Pourquoi on parle des femmes et pas finalement des femmes et des hommes? Alors déjà, parce que déjà d'une part, les webinaires du mois de septembre sont dédiés aux femmes. Voilà, c'est l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de femmes entrepreneurs. Ensuite, moi, je veux aussi quand même mettre un point là-dessus, c'est que je pense que les femmes et les hommes, alors bien sûr, les hommes vivent du stress, évidemment, énormément, même dans le cadre de l'entrepreneuriat aussi, mais je pense qu'on n'a pas la même façon de le vivre, ou en tout cas, on rumine pas dans notre tête de la même façon. Et je pense que les femmes, souvent, je pense que c'est beaucoup lié à un manque d'estime de soi, vont souvent ruminer justement sur les questions qu'on a mis en introduction en lien avec l'entrepreneuriat, c'est est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je suis légitime pour répondre à ce mandat? Est-ce que, etc. Et c'est ça, en fait, c'est ces ruminations-là qui font que ça leur génère du stress. Je dis pas que les hommes vivent pas ça, j'ai jamais dit ça, mais je pense que c'est vraiment, chez les femmes, c'est quelque chose que je vois, en tout cas, qui est très fréquent. Et vraiment, je pense que c'est une spécificité quand même chez elles. Donc après, les hommes, c'est à toi de nous dire, William, comment vous ruminez dans votre tête? Je ne sais pas. Mais de l'extérieur comme ça, j'ai l'impression que c'est quand même différent. Je ne saurais répondre. Je ne saurais répondre. Mais voilà. Donc, c'est pour dire qu'il y a une différence, je pense, entre la perception de stress chez les femmes et les hommes. Ensuite, pour les salaires, il y a inégalité aussi. Alors ça, par contre, je suis désolée, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Tiens, donc on parlait de la méthode de Sonia Lupien. Je vous ai mis dans le chat le lien vers son site internet et son livre, Par amour du stress. Et une question de Hélène, justement, sur la méthode ciné, les 4 points. Alors, elle nous dit, les 3 premières menaces, CIN, nous ramènent à la 4e. Par exemple, quand on perd le contrôle, ça nous renvoie à une peur et donc à l'ego. Oui, bien sûr. Je pourrais jamais dire que chaque chose est un silo. De toute façon, on est des êtres qui englobons un tout. Donc, forcément, si y a un domaine qui est affecté, c'est sûr que ce serait, je pense, complètement illusoire de croire que ça va toucher que ce domaine-là. Donc, bien sûr, ça va toucher aussi les autres domaines. On est d'accord, parce qu'on est des êtres complexes, tout est interrelié dans nous-mêmes. Donc bien sûr, mais par contre, je pense que ce qu'elle a quand même voulu dire, c'est que effectivement, on peut remarquer que parfois on peut avoir juste la menace à l'ego, par exemple,
sans avoir forcément une sensation de perte de contrôle. Ou en tout cas, la menace à l'ego est beaucoup plus forte. Donc, je pense que quand même, ça vaut le coup de scinder, on va dire, les 4 caractéristiques. Après, je suis d'accord avec vous qu'effectivement, si on en a déjà 3, il y a des grandes chances que le 4e pourrait être affecté aussi. Pour moi, en tout cas, ça a du sens. Donc, oui. Alors, il y a Karine dans le chat qui a dit « Les femmes de façon innée ou de construction sociale et culturelle, les femmes anticipent beaucoup. » Oui. Oui. Oui, bah c'est ça. On peut remarquer quand même des vraies différences, en tout cas dans les façons de réagir, dans les comportements entre les femmes et les hommes. Bien sûr, il faut pas généraliser. Là, c'est pas, on pourrait pas dire les hommes c'est ci, les femmes c'est ça. Mais on remarque quand même une tendance qu'il y a vraiment une différence entre les deux sexes. Donc, c'est pour ça aussi que ça vaut le coup je pense, de parler d'entrepreneuriat féminin. Parce que c'est quand même mes spécificités. Bah, d'ailleurs, c'est pas mal lié, je trouve. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je vais être à la hauteur? C'est beaucoup lié au syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur, ça a été... on sait que c'est les hommes et les femmes qui sont touchés, mais les femmes sont très, très touchées par ça. Pour continuer, donc là, ce que je voulais vous proposer, c'est que maintenant, c'est bien beau d'avoir tout ça, là, d'avoir parlé de tout ça, des 4 caractéristiques, etc. Mais finalement, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Parce que c'est ce qu'on veut savoir, c'est comment on fait finalement pour vivre avec ce stress qui est là. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller prendre 5 minutes pour aller faire le petit test que propose justement Sonia Lupien sur son site. Donc je vous ai mis le lien ici. En fait, ça c'est un petit test qui va juste vous permettre d'identifier parmi les 4, entre le C, I, N, E, lequel est finalement celui où vous avez le plus d'affinité. Parce que, en fonction de votre personnalité, de votre caractère, etc., finalement, il y a une caractéristique ou plusieurs qui vont être plus fréquentes chez vous. Donc, si par exemple, vous perdez le contrôle sur une situation, peut-être que vous, ça va être quelque chose qui va vous stresser énormément. Puis peut-être pour moi, ça va plus être quand ça va être une situation imprévisible, par exemple. Oui, William? Est-ce que tu peux faire un copier-coller du lien et le mettre dans le chat, s'il te plaît? Zut. Attends. Zut. Est-ce que je peux faire ça après? Ou tu veux que je fasse maintenant? Attends. Parlez, moi je vais le chercher, je vais le faire. Allez, vas-y. Bon, ok. Parce qu'en fait, quand je clique dessus, ça me avance la diapo. Donc c'est ça, donc c'est un petit test rapide, au moins ça vous donnera une petite idée, finalement c'est lequel qui est le plus vous finalement. Est-ce que c'est quand vous perdez le contrôle? Est-ce que quand vous avez votre ego qui est menacé? Voilà, lequel vous affecte le plus. Donc là maintenant, ce qu'on cherche à faire finalement dans une situation, donc ce que je veux vraiment amener, s'il y a quelque chose que je veux que vous reteniez aujourd'hui, vraiment en lien avec ce webinaire, c'est que le stress, du coup, il y en a... C'est normal, on en vit tous. Il faut vivre avec. Par contre, il faut arriver à déterminer quand il est trop fort, puis de comprendre son origine. Donc, est-ce que c'est parce que j'ai perdu le contrôle? Est-ce que c'est parce que la situation est imprévisible? Est-ce que c'est parce que c'est une situation nouvelle? Ou est-ce que parce que mon ego, il est menacé? Et ensuite, une fois qu'on a ça, l'idée, c'est de combattre. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, nous, c'est pas rester passif face à cette situation. L'inverse de stress... Tiens, l'inverse de stress, ce serait quoi? Relaxation? Bon, ça serait l'ennui. L'ennui? Relax, ouais. Donc, parce que souvent on nous dit, quand on est stressé, il faut aller méditer, faire du yoga, je sais pas moi. Ok, moi je dis c'est super, très très bien, c'est des bonnes idées, mais par contre c'est pas ça qui va faire que finalement son stresseur il est toujours là. Si on a un manque de contrôle sur la situation, qu'on aille faire de la relaxation, du yoga, etc., je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis juste que ça va pas finalement résoudre votre problème. Moi ce que j'aimerais mettre à la place de relaxation, ce serait plutôt résilience. Ce serait cette idée que oui on a un stress, mais que finalement, l'idée, c'est de le combattre, quelque part. Donc, c'est d'arriver à travers la résilience, à lui proposer, OK, là, j'ai un manque de contrôle sur cette situation. Qu'est-ce que j'ai en mon pouvoir là pour pouvoir le combattre? Pour pouvoir
gagner en contrôle sur cette situation. Et là, je me crée des plans B, C, D, etc. pour pouvoir avoir des portes de sortie quand le stress arrive. Donc, moi, j'aurais plutôt envie de vous dire, pour apprivoiser son stress, créer des portes de sortie. Donc, c'est ça. La première chose à faire, c'est déjà d'identifier l'origine de votre stresseur, son origine. Donc, est-ce qu'on pourrait prendre une situation pour expliquer tout ça? Petite précision, donc le lien, donc il y a eu deux personnes, il y a Virginie et puis Laure, je crois qu'on met le lien dans le chat. Alors effectivement, le serveur qui héberge le site doit planter de temps en temps, mais le lien est le bon, hein, donc il faut insister. Ce c'est que vous êtes tellement nombreuses aujourd'hui que tout le monde a dû cliquer en même temps et le serveur a stressé. Le serveur a stressé et ça fait bugger le site. Voilà. Donc il faut réessayer un peu plus tard, mais ça fonctionne. Hein. Ok, super. Donc, je ne sais pas si j'ai été très claire avec mon idée, parce que c'est vraiment hyper important, cette idée de résilience et cette idée de porte de sortie. Alors, je veux vraiment être sûre que tout le monde ait compris. William, est-ce que c'était clair? Je pense que peut-être que je faisais la même chose que tout le monde, en train de chercher pourquoi le lien ne fonctionnait pas. Donc... Ah mince, parce que là, c'était comme le truc important. Et bien, comme c'est très important, il faut donc le répéter. Ok, parfait. Donc, ce que j'essaye d'amener ici, c'est de comprendre l'origine de son stresseur. Donc, est-ce que c'est un manque de contrôle? Est-ce que c'est parce que la situation est imprévisible? Est-ce que c'est parce que la situation est nouvelle? Ou est-ce que c'est parce que je suis menacée dans mon ego? Donc, j'aurais bien aimé avoir un exemple pour pouvoir illustrer ça. Donc, par exemple, je veux me lancer sur les réseaux sociaux, mais j'y connais rien. Ok? Ça me stresse d'aller sur les réseaux sociaux. Donc là, moi, je me dis, peut-être ça toucherait, là, dans mon exemple, que je suis en train d'imaginer, je suis très mauvaise pour ça, ça vient toucher deux caractéristiques d'après moi. Ça vient toucher la nouveauté, parce que j'y connais rien, c'est nouveau pour moi. Et ça vient toucher la menace à l'ego, parce que je vais m'exposer. Je vais exposer ma personne, puis je prends le risque d'avoir des critiques. Donc je prends le risque de venir menacer mon ego. Donc là, ça peut être comme ces deux-là, on pourrait dire la nouveauté et la menace à l'ego. Et en fait, ce qu'on veut chercher à faire pour apprivoiser son stress, ce qu'on veut, c'est chercher des portes de sortie. Donc, j'ai compris que c'était une situation nouvelle. Et que ça me stressait. Comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que finalement, cette situation nouvelle, je puisse la contrer du mieux que je peux. Donc, avoir un plan B. Donc, peut-être, je peux, par exemple, me former aux réseaux sociaux. Plan B. Plan C, je peux, je sais pas moi... passer par un prestataire. X trucs, ça pourrait être une formation en ligne, n'importe quoi. Gagner en connaissance, on va dire. Donc comme ça, la situation serait un peu moins nouvelle pour moi. Puis, je pourrais, je sais pas moi, demander de l'aide à une amie qui est très forte là-dedans ou qui est déjà entrepreneur, etc. Ou plan C. Ou je pourrais plan D, je sais pas. Et puis là, on utilise sa créativité et on cherche, finalement, c'est comme des solutions, mais surtout des portes de sortie pour venir, finalement, contrer ce stresseur. Et là, vous pouvez en lister plus il y en a de portes de sortie, mieux c'est. Pour la menace à l'ego, c'est pareil. Là, donc du coup, j'ai peur de m'exposer. Finalement, peut-être un plan B, ce serait si je mets sur les réseaux sociaux que des informations où j'amène de la connaissance. Tu sais, je mets pas ma photo de moi, par exemple, en maillot de bain. Mais par exemple, je mets, je sais pas, moi, je partage des articles ou des choses comme ça. Par exemple, ça pourrait être un plan B. Je menace moins mon ego, puisque c'est pas moi que j'expose, c'est plus des articles ou des choses comme ça. Je partage une opinion, quelque chose, un sujet, voilà, mettons. Donc ça pourrait être un plan B, par exemple. Et voilà. Et en fait, tous ces plans, ça servirait à rien que je vous les dise, parce que, en fait, pour toi, William, ce serait différent de moi. On aurait chacun des plans B, C, D qui seraient différents et qui seraient finalement... Donc, l'idée, c'est que chaque personne prenne le temps de trouver ses propres plans B, C, D, E, F, G et prenne le temps de les identifier. C'est très, très, très important d'identifier des plans de sortie quand on se sent très stressé. Parce qu'en fait, je vais vous dire quelque chose. 85% à 100%, vous n'utiliserez jamais le plan B. OK? Vous n'allez rien faire. Mais votre cerveau va avoir un plan B. Et ça change tout.
pour lui? Alors, c'est peut-être ce que, ouais, c'est ce que nous dit peut-être Gersan dans le chat. A dit, j'ai compris que plus j'étais dans l'action, moins je stressais. Car reprise du contrôle de la situation, c'est ça, en fin de compte. Gersan, dans son travail, peut avoir du stress, mais comme elle est toujours dans l'action, peut-être qu'elle continue d'apprendre parce que c'était une nouveauté. Et donc, de ce fait, son stress s'en va naturellement. Exactement. En fait, on passe d'un statut où on est passif, où on subit, où on finalement on prend, puis on garde l'énergie en soi, à une situation où finalement l'énergie on l'a, mais on peut réussir à avoir une porte de sortie, on peut réussir à la réexploiter dans quelque chose. Et finalement, le cerveau, vu qu'il ne sait pas si c'est quand c'est réel ou imaginaire, il fait pas trop la différence. Finalement, même si on va pas le mettre en action, que peut-être on va pas aller faire une formation en ligne sur les réseaux sociaux, peut-être qu'on va pas, je sais pas moi. X choses, et ben en fait c'est pas grave parce qu'on sait qu'on a cette option là en cas de besoin. On sait, on a des solutions. On sait qu'on peut avoir le contrôle en cas de besoin parce qu'on l'a prévu dans notre cerveau. Et ça change énormément de choses réellement par rapport au stress. Donc c'est ça que j'aimerais vraiment amener dans cette idée, c'est que finalement d'arriver à reprendre le contrôle puis à combattre. C'est ce qu'on appelle par combattre son stress. Non, mais je pense que les filles ont compris. Par contre, je me rends compte qu'il est déjà 9h. Alors, 9h. Oui, il est 9h chez toi, oui, mais il est 15h chez nous. Alors, je vais peut-être un petit peu passer plus vite, William. Bah, moi, j'ai le temps, mais certaines personnes, par contre, ont peut-être oui, parce que normalement, ça se termine à 15h, donc on va y aller. Oui. Bon, je vais un petit peu abréger, puis on va finir dans les 5 minutes, là. Mais donc, du coup, c'est ça. Donc, quand vous vous sentez stressé, je reviens pas dessus, mais moi, ce qu'il faudrait retenir, c'est cette idée de combattre et de reprendre le contrôle. Mais après, évidemment, il y a plein d'autres choses qu'on peut aussi faire là. Et peut-être le mieux à faire, c'est d'aller libérer son énergie. Parce que comme on l'a vu, si on emmagasine, c'est ça qui est nocif. Donc, tout ce qui peut nous permettre finalement d'aller libérer cette énergie. Donc, si vous êtes très fort en tennis, allez jouer au tennis là. Et puis, défoulez-vous en bon coup. Mais vous pouvez aussi marcher en nature, etc. Donc, après, tout ce qui est, évidemment, la méditation, tout à l'heure, j'ai dit la relaxation, le yoga. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Moi, je dis pas que c'est pas une bonne solution. Je dis que c'est un moyen, évidemment, mais que c'est pas ça qui va faire que vous aurez plus de stresseurs. Donc, c'était juste ça le petit point que je voulais dire. Mais c'est ça, d'aller finalement libérer son énergie. Donc, ça peut être à travers de l'activité physique, ça peut être à travers de la respiration, de la méditation, etc. Ça peut être aussi à travers le fait d'exprimer, finalement, on sort avec les mots ce qu'il y a dedans. Donc, c'est une forme de libération d'énergie. Voilà. Donc, tout ce qui permet de sortir. Ne laissez pas l'alarme sonner, le corps envoie des signaux de plus en plus forts. Apprenez à les écouter. Oh, c'est moi qui ai écrit cette phrase. Ensuite, je voulais juste faire un petit point rapidos quand on est entrepreneur. Donc, mon collègue, mon employé est stressé. Qu'est-ce que j'ai à mon niveau pour l'aider finalement? Donc, juste une petite précision. Si c'est un collègue et vous êtes un petit peu au même niveau, on va dire, dans ce cas-là, je proposerais tout simplement de prendre de ses nouvelles, puis d'ouvrir la conversation, puis justement de le libérer à travers l'échange. Donc, vraiment au niveau empathique, d'aller chercher finalement à voir comment il va. Ça pourrait être une première chose. Si par contre c'est un employé, j'adopterai pas la même stratégie parce que là il y a un rapport de hiérarchie, puis ce serait pas, il pourrait pas se livrer de la même façon. Donc je pense pas que ce serait la meilleure chose à faire, mais peut-être d'avoir une tierce personne, donc soit un mentor ou soit de lui attribuer un mentor ou de lui attribuer, je sais pas moi, comme une aide psychologique. Ça peut être un centre d'appel, n'importe quoi. Quelque chose qui pourrait faire en sorte que lui, justement, puisse se libérer à travers une tierce personne. Puis, évidemment, dans une organisation, le mieux à faire, c'est vraiment de prévenir plutôt que guérir. Donc, essayer de prendre le pouls régulièrement, essayer de percevoir finalement le stress dans vos équipes. Donc, à travers ce qu'on a pu voir, les modifications, s'ils deviennent irritables, toutes les modifications qu'on avait vues dans la diapo précédente, si vous voyez un gros changement de comportement chez vos employés, c'est là où on peut commencer à se dire que peut-être l'environnement dans lequel ils sont est peut-être stressant. Donc, voir qu'est-ce que vous pouvez modifier.
Peut-être pas parler de la situation directement de stress avec eux, comment ils la vivent, mais peut-être plus au niveau de l'organisation. Est-ce que, je sais pas, ils ont les ressources suffisantes pour travailler? Est-ce qu'ils sont suffisamment formés? Est-ce qu'ils se sentent à l'aise dans leur environnement, etc. Ça pourrait être des questions que vous pourrez aborder avec un employé. C'est ça. Donc moi, vraiment, je vais dire une phrase bateau, mais remettre l'humain là, au cœur de la stratégie, pour moi, c'est toujours payant. Donc, conclusion, on est tous stressés de temps en temps. Un peu stressé, pas de problème. Beaucoup stressé, pourquoi pas. À la folie, attention. On recherche toujours à aller retrouver l'équilibre. Que la perception du stress est individuelle, c'est pas parce que vous ne stressez pas que votre employé ne stresse pas. C'est possible que lui stresse, mais pas vous. Ça ne veut pas dire qu'il est faible, c'est juste rattaché à son expérience, à tout ce qu'il a vécu avant. Donc voilà, ne faites pas votre cas une généralité. Ensuite, que finalement, il y a cette idée de la méthode ciné. On cherche à comprendre l'origine, puis on essaie de reprendre le contrôle avec des plans B, C, D, jusqu'à ce que vous voulez, là, Z, si vous voulez même. Et votre cerveau, finalement, aura des portes de sortie, puis c'est ça qui vous aidera à vraiment le vivre mieux. Et puis après, libérez votre énergie maximum. Donc voilà, j'ai terminé. Puis je voulais juste finir ma diapo en vous parlant de mon émission YouTube qui s'appelle Le Dico du Coach. Et je vous invite vraiment à découvrir ça si ça vous intéresse, si vous avez aimé ça, parce que je suis en train de développer des émissions aussi là-dessus sur l'entrepreneuriat. Donc voilà, j'ai terminé, William. 9h07. Oui, alors, il y a Emmeline qui t'a dit tout à l'heure, jolie phrase, quand tu as dit que tu avais écrit une jolie phrase. Ah oui, merci. D'ailleurs, joli prénom, Emmeline aussi, mais tu as dû faire une faute d'orthographe. Sonner, ER. Ah mince, tu vois alors. Voilà. Oui, mais le principal, c'est le fond, c'est l'intention. Voilà. Très bien, merci beaucoup Audrey. Il y avait une question. Il y avait une question d'un homme, hein, Abdel. Qu'est-ce que le stress? Historique du stress, biologie du stress, stresseur, comprendre son stress. Mon cher Abdel de Paris, qui est arrivé à 14h30, tu serais arrivé à 14h, tu l'aurais su. Mais heureusement, il y aura un replay, donc tu pourras. Audrey a déjà répondu à cette question. Hélène te demande aussi qu'est-ce que la méthode 5-4-3-2-1 de Hélène Hendriksen? Est-ce que tu as un lien? Ah, ok. Alors moi j'ai trouvé, mais c'est uniquement en anglais. Oui, en fait, c'est quand mettons que vous êtes dans une situation. J'ai peut-être trouvé quelque chose. Ah non, c'est une vidéo en anglais aussi. Oui, je te laisse. Quand vous êtes dans une situation qui vous stresse énormément, par exemple, vous allez être dans un entretien d'embauche, puis vous êtes dans la salle d'attente là et vous êtes hyper stressé, vous savez pas comment abaisser ce niveau. C'est une méthode qui dit par exemple là vous changez votre focus tout de suite, donc vous allez focaliser sur 5 choses que vous voyez. Donc vous allez les pointer dans votre tête, hein, évidemment. Après c'est comme vous voulez, hein, si vous voulez passer pour un fou. Non, je rigole. Donc vous dites dans votre tête 5 choses que vous voyez. 4 choses que vous entendez, 3 choses, alors peut-être je me trompe dans les sens, mais c'est ça, 3 choses que vous sentez, 2 choses que vous touchez et 1 chose que vous ressentez au niveau du goût. Et en fait, ça vous permet comme ça de changer votre focus finalement sur autre chose. Et puis ça vous aide à finalement à gérer votre stress. Voilà. Ouais. Hélène, je vous ai mis le. Hélène, c'est Hélène Hendriksen. Je vous ai répondu à votre question. Je vais le mettre dans le chat. J'ai pas trouvé de site, en tout cas en français, mais là, je vous mets le nom de la personne qui a créé cette méthode. Voilà, parfait. Merci Audrey, merci Audrey, merci Audrey. Il y en a que pour toi. Bon, moi, je vais te dire merci, William, alors. Ah, merci, Audrey. Merci à vous deux. Merci, merci, j'espère en tout cas que ça a été utile, puis que ça vous a permis un peu de démystifier finalement tout ce qu'on dit sur le stress. C'était un peu mon objectif, donc j'espère qu'il a été atteint. Puis voilà, j'ai pas vocation à vous dire que demain vous stresserez plus, ce sera pas le cas, mais au moins que vous auriez un peu des pistes de solutions.
Donc, c'est ça. Bien, ben, merci à vous toutes. Donc la semaine prochaine, un super réseau qui s'appelle Mampreneur pour les mamans entrepreneurs. Vous en saurez beaucoup plus sur ce réseau, parce qu'il y aura, mes invités seront la présidente et la vice-présidente, et pour vous parler de ce réseau. Et puis dans 15 jours, c'est les 7 principes pour entreprendre sereinement, avec l'excellentissime Carole, que j'aurai le plaisir de retrouver. Voilà, c'est donc les prochains webinars. Comme d'habitude, à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé vers la page Second Souffle, où vous verrez les visuels de ces prochains webinars. Il n'y aura plus qu'à cliquer dessus pour s'inscrire. Et puis, d'ici ce soir, je vous envoie à toutes un petit mail pour pouvoir accéder au replay. Sans le support, mais vous avez le replay. Voilà. Super. Eh ben merci, un grand merci à toi Audrey, et puis à très bientôt. Bon matin au Québec, hein, surtout. Oui, parce que moi je commence ma journée là. Hein. Ouais. T'as pas encore pris l'accent, par contre t'as des tics de langage qui commencent à venir. Hein. Correct. Ah, c'est correct. Ouais. Ça c'est correct. Bon. Ouais. Ça sera pas long. Quand ils vous disent ça sera pas long, c'est toujours long. Je vous le dis. J'ai appris ça. Au début, je me suis dit, c'est cool, ça sera pas long. Faut pas trop que je médise. Bon, merci à vous toutes. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt. Bye bye. À très bientôt. Bye bye.